Au début du IIIe siècle, l'Empire romain a commencé son déclin. Dans l'épisode précédent, on avait vu que l'Empire était en crise depuis qu'il a cessé de conquérir des territoires. Le modèle économique, social et militaire de l'Empire a totalement changé. Et ça a entraîné une très longue période de crise. Dans les 50 ans qui se sont écoulés entre 235 et 285, 32 empereurs se sont succédés. Dioclétien est le dernier d'entre eux. Dioclétien comprend vite qu'il faut faire de grandes réformes pour rétablir la stabilité. La première réforme qu'il va faire consiste à diviser administrativement l'Empire pour mieux le gouverner. Il divise l'Empire en deux parties, une à l'est et une à l'ouest. Chacune des deux parties est dirigée par un empereur Auguste, assisté d'un César, un sorte d'empereur adjoint. C'est ce qu'on appelle la tétrarchie, le pouvoir des quatre. Dioclétien est l'Auguste de la partie orientale, et Maximien est l'Auguste de la partie occidentale. La frontière entre les deux parties correspond en réalité à une frontière culturelle et linguistique. À l'est, les peuples étaient sous la sphère culturelle grecque, et à l'ouest, les peuples étaient sous la sphère culturelle latine. Il faut comprendre une chose. Lorsque les Romains ont conquis leur empire, ils ont utilisé le latin comme langue officielle, au détriment de toutes les langues des peuples conquis. Le latin a pris le pas sur toutes les langues, sauf sur le grec. Les Romains avaient une grande admiration pour le grec, qu'ils considéraient comme la seule culture qui était supérieure à la leur. D'ailleurs, les très hautes élites romaines parlaient grec entre elles. Comme le latin n'a jamais effacé le grec, alors les zones qui étaient déjà sous influence grecque avant la conquête ont continué d'être influencées par le grec. Au final, on s'est retrouvé avec un empire culturellement divisé en deux. Il y avait un genre de frontière invisible entre l'Italie et la Grèce, et entre le Maghreb et la Cyrénaïque. L'empire sera divisé en deux à cette frontière. Cette frontière aura une incidence énorme, elle va entraîner deux cultures différentes, deux mentalités différentes, et au final, deux destins différents pour ces deux parties de l'empire. Par ailleurs, Dioclétien va subdiviser les provinces pour permettre un contrôle plus strict. On voit l'apparition de tout un tas de nouvelles provinces. En Afrique, ce qu'on appelle la province d'Afrique n'est désormais plus que le nord-ouest de l'actuelle Tunisie et l'extrême est algérien. Le sud de la Tunisie devient ce qu'on appelle la province de Byzacène. La Tripolitaine devient une province autonome, et la Numidie, qui était déjà une province, est divisée en deux. La Numidie syrtéenne au nord, avec ses colonies romaines, et la Numidie militaire, dans les Aurès. On va aussi diviser la Maurétanie césarienne en deux, en créant une nouvelle province, la Maurétanie sitifienne, qui comprend la Kabylie et les plateaux de Sétif. La Maurétanie tingitane, quant à elle, est laissée comme telle, mais elle passe sous le contrôle du proconsul d'Hispanie. Les réformes de Dioclétien ne sont pas seulement administratives. Il va aussi réformer les mœurs de l'Empire. Il va remettre au goût du jour le culte de l'empereur. Le culte de l'empereur avait été un peu oublié depuis l'époque des empereurs africains, un siècle plus tôt. Dioclétien va définir les deux co-empereurs comme des dieux sur terre. Lui-même est la réincarnation de Jupiter, et Maximien est la réincarnation d'Hercule. Et c'est là où le bas blesse. Le christianisme est en train de gagner du terrain, et le culte de l'empereur ne va pas marcher comme prévu. À l'origine, le christianisme était une religion de pauvres, mais au IIIe siècle, il commence à être pratiqué par des riches, et même par des militaires. Certains officiers de l'armée refusent de servir l'empereur. Le pouvoir divin de l'empereur est contesté. Dioclétien va leur tenter d'imposer son autorité en massacrant les chrétiens. Il va organiser un massacre qui ne dure qu'un an, entre 303 et 304, mais un massacre extrêmement sanglant. Les chrétiens sont exécutés ou forcés à renier leur foi, les églises sont pillées et brûlées, les manuscrits confisqués et détruits, mais les persécutions n'ont pas fait taire les chrétiens. Au contraire, les chrétiens étaient renforcés dans leur foi. Et le christianisme a continué à gagner des adeptes. En Afrique, la situation est très compliquée. Les persécutions ont à la fois renforcé le sentiment chrétien et délégitimé l'église africaine. Les Numides ont un caractère obstiné et beaucoup d'entre eux ont choisi le martyre plutôt que de renoncer à leur foi. Mais bon, il y en a quand même parmi eux qui ont accepté de saluer l'empereur et de renier leur foi, et même de livrer des manuscrits ou des reliques pour avoir la vie sauve. Parmi ces gens qui ont faibli et qui ont renié leur foi, il y avait des hommes d'église. L'église a appelé ces gens les lapsis, les fautifs, et elle a décidé de les réintégrer. Beaucoup de gens du peuple n'ont pas accepté que ces prêtres soient réintégrés. On leur a donné le nom de traditore, des traîtres, et on ne leur a pas vraiment pardonné. Certains Numides diront même que les baptêmes prononcés par ces prêtres sont nuls et qu'ils doivent être refaits. En 312, l'évêque Donatus Magnus réunit autour de lui 70 évêques numides, et il crée une nouvelle église. Une église qui ne reconnaît aucun prêtre ayant collaboré avec l'empereur. C'est ce qu'on appelle le schisme donatiste. La même année, d'autres troubles vont secouer l'empire. Dioclétien meurt et sa succession est difficile. La tétrarchie est un régime adapté pour gouverner un grand empire. Le fait qu'il y a 4 empereurs permet une meilleure répartition des pouvoirs et donc permet de mieux contrôler les provinces. Mais la succession de 4 empereurs multiplie les problèmes.
La succession de la tétrarchie a entraîné une guerre entre 3 prétendants: Constantin, Maxence et Sévère. Dans un premier temps, le conflit tourne à l'avantage de Maxence, qui a réussi à prendre Rome. Mais ce Maxence va être trahi par un de ses lieutenants, un certain Alexandre. Alexandre va se faire proclamer empereur à Carthage. Maxence le poursuit à Carthage, puis à Cirta. Les deux villes offrent une protection à Alexandre, mais Alexandre finit quand même par perdre et être tué. Maxence envahit les deux villes et décide de les punir. Il va détruire Carthage et Cirta, il va massacrer les habitants et dépouiller les campagnes environnantes. Quelques mois plus tard, Maxence est renversé par Constantin, qui conquiert Rome. Constantin va tuer Maxence en le noyant dans le fleuve. Les habitants de Cirta et de Carthage accueillent la nouvelle avec enthousiasme. Constantin va remercier les deux villes africaines, il leur envoie la tête de Maxence en cadeau, sympa, et il reconstruit les deux villes, il réduit les impôts et leur accorde un secours financier. Les habitants de Cirta vont renommer leur ville Constantinia, en l'honneur de l'empereur Constantin. Elle gardera ce nom jusqu'à ce jour. C'est à cette période que Cirta est devenue Constantine. L'avènement de Constantin au pouvoir va constituer une véritable révolution religieuse. Constantin a été élevé dans le respect du culte monothéiste. Son père, Constance Chlore, était un païen monothéiste, il vénérait le Sol Invictus, le soleil invincible. Constantin va s'efforcer de créer un climat d'apaisement. Il va promulguer un édit de tolérance, il va même promettre aux chrétiens de leur restituer les biens qui ont été confisqués pendant la grande persécution. C'est sous le règne de Constantin qu'a eu lieu le concile de Nicée. Ce concile est une réunion de représentants de différentes tendances chrétiennes qui a pour but de trouver un consensus sur la nature du Christ. Le problème, c'est que les donatistes ne sont pas invités. Les donatistes sont déclarés hérétiques. L'opposition entre les donatistes et l'Église catholique prend alors toute son ampleur. Donc paradoxalement, c'est l'avènement de Constantin et l'apaisement qu'il a apporté au niveau du culte religieux qui va entraîner en Afrique une longue période de troubles religieux. Le mouvement donatiste va gagner le petit peuple de Numidie et d'Afrique. Et il va converger avec un autre mouvement populaire, la révolte des circoncellions. Les circoncellions sont des ouvriers agricoles saisonniers, leurs conditions de vie sont précaires et leurs revenus irréguliers. Au IVe siècle, leur sort se dégrade et ils peinent à trouver du travail, donc ils commencent à piller les exploitations agricoles et à attaquer des convois. Le mouvement des circoncellions et le mouvement donatiste ont un point commun. Ils sont portés par des gens de milieux modestes et ils sont dirigés contre les institutions. Un grand nombre de circoncellions va adhérer au dogme donatiste, et il va commencer à s'adonner à des suicides rituels spectaculaires. Certains d'entre eux vont se jeter depuis des hautes falaises, ou parfois même attaquer des soldats romains à main nue pour que les soldats romains les tuent, et qu'ils meurent en martyrs. En 373, d'autres révoltes vont venir secouer le monde romano-africain. C'est les révoltes de Firmus et Gildon. Ces révoltes ont commencé par une banale querelle de clans. Firmus et Gildon sont frères. Leur père était le chef d'une puissante confédération tribale de Grande Kabylie. À sa mort, comme vous vous attendez, les deux frères se sont disputés la succession. Firmus, qui était l'aîné, a eu peur pour sa place et il a fait assassiner l'un de ses frères. Les autres membres de la fratrie ont appelé l'autorité romaine au secours. Firmus s'est donc retrouvé en guerre contre Rome. Pour mener sa guerre contre Rome, Firmus va chercher des soutiens qui sont anti-romains parmi les populations de Mauritanie et de Numidie. Il va rallier à sa cause toutes sortes de gens. Des tribus qui vivent en marge de la romanité, des circoncellions révoltés contre l'autorité romaine, des donatistes révoltés contre l'église catholique, et même des soldats déserteurs. La révolte est d'abord dirigée vers Césarée, la capitale de la province. La ville est réduite en cendres, et Firmus prend le titre de roi. Les insurgés vont ensuite se diriger vers l'est, vers la Mauritanie sitifienne et la Numidie, et ils vont combattre Gildon et le général romain Théodose. Firmus va d'abord être défait, et il va demander la paix. Mais en fait ce n'est qu'une ruse qui lui permet de temporiser, et il reprend les hostilités peu de temps après. Les armées romaines sont mises en déroute, et le général Théodose lui-même doit s'enfuir seul durant la nuit. Quelque temps plus tard, Théodose réussit quand même à se refaire une armée et à négocier la trahison d'un puissant allié de Firmus, Igmacène. Igmacène va trahir Firmus et le livrer aux Romains. Firmus va se suicider en prison, et Gildon, le frère gagnant, est nommé prince par l'autorité romaine. Le général Théodose, par contre, a connu une fin moins heureuse parce qu'il est assassiné la même année, en 375. Et toujours la même année, l'empereur d'Occident, Valentinien Ier, va mourir. Il va laisser deux fils, Gratien et Valentinien II. Gratien, l'aîné, a 16 ans, et Valentinien II, le cadet, a 4 ans. Les deux fils sont trop jeunes pour régner. La régence est assurée par Théodose le Jeune, le fils du général Théodose. Théodose le Jeune est en très bonne entente avec la famille impériale, et Gildon est en très bonne entente avec la famille de Théodose. Forcément, Gildon va prendre du grade. Il est nommé grand maître des milices, et il déménage à Carthage. Il va même marier sa fille à un des neveux de Théodose.
En 392, le jeune empereur Valentinien II va mourir. Théodose le Jeune devient officiellement empereur. Le pouvoir de Gildon va peut-être devenir encore plus grand. Mais non. Le règne de Théodose en fait est très court, il va mourir 3 ans plus tard. Et il va laisser ses 2 fils sur le trône, Arcadius et Honorius. Là encore, les 2 fils sont trop jeunes. L'aîné a 18 ans et le cadet a 11 ans. La mort de Théodose le Jeune aura des conséquences énormes sur le destin de l'Empire romain, mais on aura l'occasion d'y revenir. Pour l'instant, c'est le destin de Gildon qui nous intéresse. Les 2 fils de Théodose sont trop jeunes pour régner, et le pouvoir est assuré par un régent, un ancien général de Théodose, qui s'appelle Stylicon, et qui n'est pas forcément très ami avec Gildon. Les relations entre le régent Stylicon et Gildon vont s'envenimer. À un moment donné, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais Gildon fait retenir des cargaisons de blé au port de Carthage, qui étaient destinées à Rome. Ça a entraîné une forte pénurie de blé à Rome, et forcément ça n'a pas plu au Sénat. Gildon est déclaré ennemi public de Rome et la guerre est lancée. Gildon va se retourner et appeler la population à la révolte. Il promet l'indépendance. Il va rallier à sa cause les donatistes et commence à persécuter les catholiques. L'histoire se répète et un des frères de Gildon se lie à Rome. C'est Maziciel, qui était du côté de Firmus lors de la précédente révolte, mais il a gardé une rancœur envers son frère Gildon. S'ensuit une bataille rocambolesque, au cours de laquelle Maziciel réussit, selon la version officielle, à battre 70 000 soldats avec une armée de 5 000 légionnaires romains. Et toujours selon cette version officielle, Gildon va tenter lamentablement de s'enfuir par la mer, mais il va être ramené vers les côtes par le courant. Gildon est alors capturé par son frère et livré aux Romains, et lui aussi va se suicider en prison. Maziciel ira à Milan pour savourer son triomphe, mais il meurt mystérieusement avant le jour du triomphe. Certains historiens soupçonnent fortement Stylicon de l'avoir tué pour ne pas avoir à gérer un nouveau chef rebelle. La paix va revenir et le conflit entre les donatistes et les catholiques va se dégonfler petit à petit, ou du moins il va rester sur le plan théologique, mais il n'y aura plus vraiment de grandes révoltes. Saint Augustin, qui est l'évêque catholique d'Afrique, va combattre le donatisme sur le plan théologique. Il va publier un grand nombre d'écrits et tenir des discours polémiques contre le dogme donatiste. Il va réussir à rendre la légitimité à l'église officielle catholique. Après plusieurs années durant lesquelles il a combattu le donatisme, il va tenter une stratégie d'apaisement. En 411, il va organiser un concile à Carthage entre les catholiques et les donatistes. Mais ce concile s'est terminé en pugilat. Et ce n'est que l'invasion vandale de l'Afrique romaine, en 429, qu'il va mettre fin à ce conflit religieux. Voilà, c'est la fin de cet épisode, je vous remercie de l'avoir suivi et j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me faire part en commentaire de vos remarques ou de vos suggestions. Et quant à moi, je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode où on parlera de l'Afrique pendant le règne des Vandales.